Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du samedi et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la première journée de Coupe Davis qui a opposé Monaco à la République dominicaine avec l'équipe monégasque qui a remporté ses deux premiers simples. En Euroleague, la Roca Team recevait hier au soir du lourd sur le parquet de la salle Gaston Médecin. Monaco s'est incliné 91-95 face au Real Madrid. Nous recevrons deux aventuriers, ils sont en Argentine et ont affronté le mythique sommet de la Cordillère des Andes, la Concagua. Ils sont partis à 6 pour vivre cette incroyable aventure. La mairie de Monaco a mis en place un groupe de parole qui se réunit une fois par mois. Restez avec nous, dans quelques minutes vous saurez ce qu'est le rendez-vous des aidants. Et enfin, notre dernière invitée, la directrice technique du Femina Sport, nous présentera la compétition qui se déroule ce dimanche à l'espace Saint-Antoine où des jeunes filles de 7 à 11 ans du département s'affrontent sur différents agrès en gymnastique artistique. Vous les avez peut-être suivis en direct sur Monaco Info, les deux premiers simples de Coupe Davis opposant les joueurs de Monaco à une équipe de la République dominicaine. Frédéric Elion, vous étiez aux abords des cours du Monte Carlo Country Club et vous avez suivi les rencontres de près. Et oui, ça s'est très bien passé pour les Monégasques, Fabien, puisque c'est le scénario parfait. Ce soir, Monaco tourne à 2-0. Les Monégasques ont remporté les deux simples. Ça a commencé par la victoire du numéro 1, Monégasque Valentin Vachereau face à Roberto Cid, le numéro 2 dominicain, à l'issue d'un gros combat. Plus de 2h30 de match, avec un premier set parfaitement négocié par le Monégasque, qui était le patron sur le terrain, qui dictait l'échange avec son coup droit et son service. Ensuite, le dominicain a réagi, a resserré le jeu, a donné moins de points et a remporté la deuxième manche. Et dans une troisième manche très serrée, c'est Valentin Vachereau qui a réussi à faire la différence et à apporter donc le premier point, Fabien, pour les Monégasques. Mais oui, ça, la troisième, c'est la bonne. Un peu inespéré sur une deuxième, une faute directe dans le filet. Mais très belle victoire, un très beau combat, Christophe. Magnifique. Un très beau match de tennis de terre battue. Et une victoire de Monaco à la fin qui fait du bien. Et puis derrière, dans le deuxième match, énorme victoire de Luca Catarina, le numéro 2 monégasque face au numéro 1 dominicain, Nick Arndt. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-4, parfaitement maîtrisée avec un gros mental. Et voilà comment Monaco tourne à 2-0 avant le double de demain qui pourrait être décisif avec la paire Hugonis-Romain Arneodo. Absolument Frédéric, et ces rencontres seront à suivre là aussi en direct sur Monaco Info avec vos interventions ainsi que les commentaires de Christophe Paco et Laurent Orsini dimanche à partir de 11 h. Et c'était également en direct vendredi soir la rencontre en Euroleague entre la Roca Team 4e et le Real Madrid 2e avant ce duel au sommet. Un match entre deux équipes de gladiateurs qui ont tout donné. Et dans ce combat, c'est Monaco qui s'est incliné. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debever et Sylvain Péromal. Au sommet du basket européen, voilà où était propulsée la salle Gaston Médecin ce vendredi soir. Face au Real Madrid, et pour la deuxième fois consécutive en Euroleague, l'antre de la Roca Team était à guichet fermé. Après le combat épique du match aller remporté par Monaco, les Madrilènes avaient coché sur leur calendrier cette seconde manche. Pendant toute la rencontre, les deux équipes ne vont pas se lâcher, chacune rivalisant avec ses armes. Les pénétrations et l'attaque du panier côté monégasque face aux tirs longue distance des Espagnols qui finiront ce match avec 14 tirs primés contre 4 seulement pour la Roca Team. Un homme sort du lot dans ce choc, Mario Hezonja. Le Russe sur un nuage réalise son meilleur match en carrière avec 30 points et 34 d'évaluation. Si le mec celui-là c'est un tueur. À la mi-temps, Monaco accuse un retard de 4 points qui sera immédiatement effacé au retour des vestiaires. Symbolisé par Jayron Blossom Game, intraitable et exemplaire en défense, les Monégasques étouffent le Real Madrid pour lui infliger un 12-1 sur les 5 premières minutes du troisième quart-temps. Le collectif est au point et tous les joueurs sont à leur meilleur niveau, y compris du côté de Madrid. Ce shoot de Zalal Moussa. La Roca Team entame la dernière reprise en tête, mais le Real parvient à en remettre un peu plus pour revenir et prendre l'avantage. Adam Anga se trouve être le facteur X avec ses 2 tirs à 3 points dans le dernier quart-temps, lui qui n'en avait inscrit qu'un seul en 22 matchs cette saison. Monaco ne lâche rien, joue juste et peut revenir à égalité à 30 secondes de la fin. Et Monaco est mené de 3 points. Est-ce qu'ils vont jouer le panier tout de suite? Mike James tout seul. Mais shoot. Mais pourquoi il shoot pas? Pourquoi il n'a pas shooté? Mike James lui-même qualifiera cette action comme la plus folle et la plus bête qu'il ait pu faire depuis un long moment. Lui
qui a quand même réalisé un grand match avec 23 points et 7 passes décisives. Derrière, Madrid est solide au jeu des lancers francs et finit par s'imposer 95-91 dans un duel, une fois de plus, épique. We were together the whole way. You know, we tried to stay together through a lot of highs and lows that game. So, yeah, I mean, for me, I put a lot of pressure on myself after the fact, you know, but I'm happy for the guys. They played well. Mike played well. You know, I know he's upset about the one turnover, but I told him, hell of a game. That one play doesn't change the game, so I got to do a better job of helping the guys. Proud of my guys, obviously, how the way we fought. You know, we had it there in the end, made some plays, didn't make some plays. But we fought hard, got to move on. You know, it's a tough loss for us, but it's a long season, a lot of games left to play, so we got to capitalize on the rest of what we got. Au classement, Madrid et Olympiakos creusent un écart de 2 victoires sur Monaco et Fenerbahçe qui possèdent le même bilan. Barcelone, intercalé entre les 4 équipes, recevra la Roca Team le 24 février prochain pour ce qui s'annonce déjà être un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et ça ne s'arrête jamais pour la Roca Team. Après 2 matchs d'Euroleague dans la semaine, Monaco reçoit Paris en Betclic Elite cette fois. Monaco est leader du championnat de France. La rencontre ce dimanche, salle Gaston Médecin à 17 h. C'est un exploit sportif, mais aussi une belle histoire humaine. 6 amis monégasques sont partis gravir l'Aconcagua, le plus haut sommet des Amériques. C'est le point culminant de la cordillère des Andes. Ces 6 amis sont réunis sous la bannière de l'association Wolfpack Sports Team et sont partis mi-janvier. Un périple complexe puisque la moitié seulement est arrivée au bout de l'aventure. Et pour nous raconter cette belle histoire, nous sommes avec Nicolas Toscan et Julien Trossello. Bonsoir. 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 Vous venez de vivre une aventure incroyable, hein. C'est une bande de potes venant de Monaco, une aventure ô combien compliquée, gravir les 6962 mètres de l'Aconcagua. Racontez-nous cette aventure, comment est-ce que vous l'avez vécue? Écoutez, ça a été une aventure extraordinaire, c'est 2 semaines d'expédition, 2 semaines d'expédition, donc plutôt assez long, qui nous ont permis progressivement de monter en altitude et d'essayer d'aller jusqu'au sommet. Parlez-nous de la complexité de gravir l'Aconcagua, qui est le plus haut sommet des Amériques, parce que sur les 6 au départ, seulement 3 sont arrivés au sommet. Racontez-nous comment ça s'est passé. Au départ, en fait, donc on part tous avec les mêmes armes. L'aventure se déroule, l'acclimatation, la montée en altitude se fait au fur et à mesure. Et il est évident que quand on arrive sur des altitudes qui commencent à être assez importantes, autour des 6000 mètres. Là, les organismes sont très éprouvés et c'est à ce moment-là que les soucis peuvent apparaître. Donc, au niveau de l'organisation, comme l'a dit Nicolas, on essayait de monter par palier pour pouvoir s'acclimater et s'adapter à notre nouvel environnement au fur et à mesure. Qu'au niveau de l'organisation, en fait, à un moment, on touchait nos limites. Il y avait des conditions météorologiques qui étaient très, très, très difficiles. Le froid, vraiment, ça a été la chose la plus dure, selon moi. Celle qui a éprouvé les organismes, qui nous a fatigués, qui nous a ralentis et qui nous a mis vraiment à rude épreuve. D'accord. Tout le monde donc n'a pas réussi à atteindre le sommet. C'était de toute façon, quoi qu'il arrive, une fabuleuse, j'imagine, aventure. De vous deux, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé au sommet, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a Julien qui lui est arrivé au sommet et moi je me suis arrêté pas loin du sommet, mais à 6800 mètres pour les 6962 mètres. Mais comme j'aime à le dire, ça paraît pas loin, mais sur le papier, les 162 derniers mètres, ça leur a représenté 2h30 encore d'ascension. Donc à la fois pas loin, mais quand même assez loin. Ouais. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi vous êtes arrêté? C'était les maux de tête? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Oui, c'est tous les effets de l'altitude, hein, les nausées, les maux de tête, un petit peu les pertes de connaissance et le physique. Physiquement, il n'y a plus de jus, plus d'essence dans le moteur. Donc finalement, ce qui m'a vraiment arrêté, ça a été le guide avec qui on était, qui m'a dit maintenant on redescend parce que 50% du travail c'est de monter, mais après il y a quand même la descente et le but c'est de rentrer à la maison. Donc c'est lui qui a pris la décision de me dire maintenant tu descends parce que c'est plus possible. Pourquoi est-ce que vous avez justement fait ça? Parce que c'est un pari un peu fou, mais c'est pour la bonne cause aussi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Avant tout, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de copains. Passer du temps ensemble et essayer de se créer un petit peu des défis assez fous. Ou comme l'a dit Julien, ça
ça génère beaucoup d'enthousiasme et axé autour de la cohésion. Et derrière tout ça, il y a le Wolfpack, c'est cette association qui a pour but de promouvoir le sport et essayer de pousser les gens au maximum, essayer de faire du sport. Donc, si ça peut créer des déclics chez certains, voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Et vous avez un lien avec Monaco Disease Power aussi, racontez-moi ça. Oui, alors donc nous avons rencontré sa présidente Muriel et nous avons échangé longuement. Et aujourd'hui, donc avec Monaco Disease Power, nous avons des buts communs donc, qui sont développer les activités pour les personnes déficientes. Donc Monaco Disease Power plutôt tourné autour des déficiences psychologiques ou mentales, et nous plutôt axés sur les déficiences physiques. Et donc en fait le discours est commun, similaire, on a la même vision des choses, et aujourd'hui nous essayons de mettre en place plusieurs initiatives afin d'avoir une dynamique commune et pour pouvoir aider les personnes à accéder au sport en général. Voilà. Vous êtes encore sur place en Argentine, vous allez bientôt rentrer là? Ouais, ça y est, le retour il est prévu là pour fin de semaine, là, dimanche on atterrit sur Nice et on rentre à la maison. Merci d'avoir répondu à mes questions et félicitations encore pour cette incroyable aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Intéressons-nous à présent à ce groupe de parole mis en place tous les mois par la mairie de Monaco. Le rendez-vous des aidants reprend du service. Aidants familiaux et professionnels échangent tous les premiers jeudis du mois pour mieux vivre cette situation. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau, Olivier Bonello et Clélia Renaud. C'est un rendez-vous né sous l'impulsion de Camille Zvara, première adjointe au maire en charge du social. Le rendez-vous des aidants est de retour après avoir été perturbé par la crise sanitaire. Les aidants, ce sont toutes les personnes qui accompagnent un patient, quelqu'un qui souffre d'un handicap, en perte d'autonomie, que ce soit quelqu'un de la famille, un proche, un ami, un voisin, et qui vient en aide régulièrement dans les actes de la vie quotidienne ou pour des démarches administratives. Ce rendez-vous se veut être un véritable moment de répit et de partage. Il s'agit de permettre à des personnes qui sont un peu prises dans leur quotidien pour s'occuper de la personne âgée, dépendante, dont ils s'occupent tout le temps, qui peuvent un peu souffler devant justement un café, discuter avec nous. On n'est pas là pour leur apporter des solutions toutes cuites, toutes faites. On est là plus déjà peut-être parfois aussi pour leur faire prendre conscience que c'est bien qu'ils prennent un peu de temps pour eux. Et aussi, si dans la mesure du possible, parfois en échangeant, une personne peut dire, vous savez, moi, avec ma mère, que c'était difficile, j'ai trouvé telle solution. Et l'autre personne va dire, tiens, je vais essayer moi aussi. Donc on est vraiment dans un partage de, je dirais pas de compétences, mais de ce qu'on a pu vivre au quotidien. 1h30 de discussion pour soutenir, informer et accompagner au mieux les aidants et ainsi rompre une possible solitude. Ce rendez-vous a lieu tous les premiers jeudis du mois à la salle A Fabrica du parc Princesse Antoinette. Ce rendez-vous des aidants est organisé par la mairie de Monaco, tout comme une manifestation qui vient d'avoir lieu dans le cadre du développement du marché de Monte-Carlo ce samedi matin, avec des stands de producteurs de truffes d'Ops et de châtaignes, au menu brouillade, panisse à la truffe, crème de marron ou liqueur de châtaigne et bien d'autres choses encore. Dans un tout autre registre, recevons notre deuxième invité. Ce week-end se déroule une grande compétition de gymnastique artistique destinée aux enfants. Et nous sommes avec la directrice technique du Féminasport, Kimberly Arnulf. Bonsoir. Bonsoir. Ce championnat départemental féminin est destiné à qui en termes de zone géographique et en termes d'âge? Alors, tous les Alpes-Maritimes et Monaco. Et les âges sont de 7 à 11 ans. 11 ans. Quel est le niveau sur les tapis en règle générale? C'est un gros niveau, c'est un petit niveau? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dimanche? Alors dimanche, sur ces âges-là, ce sont des niveaux qui peuvent être assez perfectionnés, très appliqués, mais ça peut être aussi de la gymnastique plus générale, avec des enfants qui pratiquent 2 fois par semaine, qui sont mélangés à des enfants qui pratiquent peut-être 4 fois par semaine. Cela dépend des catégories. Il va y avoir beaucoup de participantes, j'imagine? Oui, surtout le week-end, on a environ 220 enfants. D'accord. C'est un gros travail en termes d'organisation. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui vous aident. Comment ça se passe?
on ne peut pas organiser une manifestation comme ça sans compter sur les nombreux bénévoles, donc les parents d'élèves, le bureau du Féminin Sport avec la présidente Fabienne Viora. Évidemment, oui, c'est une organisation importante. Un mot sur l'équipe monégasque qui, j'imagine, sera représentée? Alors nous avons plusieurs gymnastes qui concourent ce week-end, oui, et dimanche particulièrement nos gymnastes entre 9 et 11 ans. D'accord. Elles ont leur chance parmi toutes les concurrentes, ouais. Tout à fait, oui, tout à fait. Et de façon plus générale, parlez-moi de cette équipe monégasque et des rendez-vous qui l'attendent pour cette saison. Alors c'est une petite équipe 10-11 ans qui a déjà concouru au championnat départemental par équipe, qui a fait championne départementale. On espère les amener jusqu'au championnat de France. Et que vaut parmi la concurrence le Féminin Sport, au niveau du championnat français? Alors, sur cette catégorie, je ne sais pas sincèrement, puisque c'est la première fois qu'on est sur cette catégorie. En règle générale, plus largement, on a une équipe en D1 qui a fait l'an dernier 8e. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes en division nationale 1. Voilà, et on a des gymnastes qui concourent au niveau international, comme Johanna. En attendant, vous pourrez suivre donc ce dimanche la dernière partie du championnat départemental de gymnastique artistique féminine en vous rendant à l'espace Saint-Antoine. Vous nous donnez rendez-vous à quelle heure dimanche? À partir de 10h du matin. À partir de 10h du matin. Kim Berly, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Passons à la météo avant de se quitter. C'est avec vous, Yannick Debeuvert. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Ce dimanche marquera le retour du froid qui devrait durer quelques jours. Le soleil aura bien du mal à faire sa place entre les nuages et les températures ne devraient pas dépasser 11 degrés. Nous fêterons la Sainte Agathe, mais également les 70 ans de la sortie de Peter Pan au cinéma, réalisé par les studios Walt Disney. Allez, 70 ans de la sortie de Peter Pan au cinéma, je me rappelle comme si c'était hier. Merci Yannick. On passe aux photos du jour de Manuel Vitali et Stéphane Dana. Elles sont consacrées aux deux événements de cette fin de semaine. La rencontre en Euroleague de la Roca Team face au Real Madrid et les deux premiers simples de tennis en Coupe Davis entre Monaco et la République Dominicaine. D'ailleurs, sachez que vous pourrez suivre ce dimanche 11h en direct la deuxième partie de la Coupe Davis avec le double et les deux derniers simples. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain 20h pour votre best-of de la semaine. Passez une excellente soirée. Portez-vous bien et à demain. Yeah.